Et bonjour et bienvenue sur Radio Gakko. Aujourd'hui, je suis en présence de Noémie. Bonjour. Et Martin. Bonjour. Pour une émission technologique que l'on va commencer tout de suite avec une chronique de Martin de Scherf, une chronique des plus électroniques qui va nous parler de Sony. Alors, Sony, This is for the player, c'est pour les joueurs, tel le slogan de Sony pour leur nouvelle sortie high-tech avec récemment leur casque de réalité virtuelle, principal concurrent de l'Oculus Rift et de l'HTC Vive. Alors à l'heure actuelle, avec un côté futuriste affirmé, ces LED bleus très voyants qui servent à la caméra PlayStation pour se repérer dans l'espace d'utilisation. Sa sortie est annoncée en 2016, les plus optimistes estiment qu'il sera disponible dès le deuxième trimestre pour un prix de 399€, mais de son prix, il a un prix plutôt cher pour un expert de la PlayStation 4 et il n'y aura que 50 jeux disponibles. Mais alors, qu'est-ce que Sony ? La société a été créée le 7 mai 46 sous le nom de Tokyo Tsushin Kogyo par Masura Ibuka, ingénieur à Akio Mirota, physicien embauchant une vingtaine de personnes dans une société qui réparait des équipements électroniques et qui tentait de créer ses propres produits. Mais aujourd'hui, c'est une société multinationale basée dans l'arrondissement du Minato à Tokyo. Elle est active dans différents domaines tels que l'électronique, la téléphonie, l'informatique, les jeux vidéo, etc. avec un résultat net de 458 millions de dollars en 2013 et des actions cotées à 32$. Mais Sony, pour en arriver là, elle a utilisé beaucoup de stratégies telles que elle a utilisé beaucoup l'E3. Alors c'est l'Electronic Entertainment Exposition avec environ 50 000 visiteurs, 300 exposants, 67 000 mètres carrés d'air de jeu et beaucoup de viewers qui suivaient l'événement sur des rediffusions YouTube, permettant à Sony de faire beaucoup de publicité et donc de promouvoir leur casque de réalité virtuelle Project Morpheus. Elle utilise aussi de nouvelles technologies pour pouvoir promouvoir ses produits avec l'e-marketing. Donc l'e-marketing, ça correspond à l'ensemble des méthodes et des pratiques marketing sur Internet. C'est le meilleur moyen pour Sony de se faire connaître, car la plupart des acheteurs sont certainement sur leur smartphone ou leur ordinateur, regardant les actualités. Elle est aussi, dans son pays, c'est une Zaibatsu. Alors, elle utilise cette forme, c'est beaucoup utilisé au Japon, c'est un ensemble d'entreprises de domaines variés, entretenant entre elles des participations croisées. Avant les années 50, on parlait de Zaibatsu, mais ces dernières furent démantelées lors de la période d'occupation au Japon, puisqu'elles avaient de forts liens entre le militarisme japonais impérial, qui avaient été démontrés. Les karatsu sont formés du coup d'une multitude d'entreprises diverses, généralement liées entre elles par des liens financiers tissés par une banque. Cette banque dispose d'un contrôle important sur les entreprises du karatsu, agissant comme une entité de surveillance et un prêteur de court terme. Ces groupes disposent de sociétés de commerce, les Sogo Shosha, qui prospectent les marchés mondiaux. Les karatsu s'appuient souvent sur des réseaux de PME très dynamiques, sous-traitants et parfois familiales. Mais cette technique peut être relativement dangereuse pour ces entreprises, car les banques sont de prêteurs à court terme, donc si une banque viendrait à ne plus verser leur somme d'argent pour se développer, Sony devra s'adapter et trouver un autre moyen pour survenir à ses besoins. Ou si une entreprise viendra à s'écrouler, le lien entre la banque et toutes les autres entreprises rattachées à elle les mettrait en difficulté, car elles sont toutes reliées entre elles telles des tentacules. Nous pouvons donc dire que ce sont toutes ces stratégies qui font de Sony une entreprise multinationale puissante, avec plus de 100 sociétés à travers le monde, présentes dans 183 pays, qui leur permettent de vendre leurs produits, tels que ce casque de réalité virtuelle Project Morpheus. Merci beaucoup Martin. Alors Noémie, nous pouvons créer un certain lien avec cette chronique qui vient d'être faite par Martin, car vous allez nous parler de l'obsolescence programmée. Les différents produits ménagers qui tombent en panne au bout de quelques années d'utilisation seulement, les t-shirts qui rétrécissent et se délavent en un clin d'œil, la dernière mise à jour inévitable qui ralentit le fonctionnement de votre smartphone, à tout cela il y a une explication, celle de l'obsolescence programmée. En fait, c'est une stratégie industrielle qui vise à programmer une durée de vie limitée à un produit qui est non consommable. Le but est d'augmenter la fréquence de remplacement. Elle encourage à toujours plus de consommation. Il y a plusieurs types d'obsolescence programmée. D'abord, celle qui est indirecte. Le fabricant ne fournit pas ou plus les pièces détachées. L'appareil est donc inutilisable, obligeant à jeter et à racheter. On a aussi celle qu'on appelle obsolescence d'incompatibilité, ou alors obsolescence connectée. Un logiciel qui n'est plus compatible avec un système d'exploitation, une console qui ne peut plus lire les derniers jeux vidéo. Elle a pour objectif de forcer le consommateur à acquérir le produit le plus récent. On peut parler aussi de l'obsolescence marketing. Ce sont les produits en parfait état que le consommateur délaisse car ils ne sont plus à la mode. Seulement, les avis sont tous différents sur ce sujet.
En effet, notre envoyé spécial Félix, qui est actuellement absent car il est sur le retour de New York, nous a envoyé hier une interview d'un professionnel du sujet qui annonce que l'obsolescence programmée n'est que illusion. Alors, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises de multimédia utilisent l'obsolescence programmée pour booster les ventes de leurs produits ? Alors j'en suis pas très sûr de ce phénomène. Alors c'est vrai qu'il y a eu des émissions télé qui d'ailleurs a fait pas mal parler, notamment sur M6. Je peux pas dire oui et non. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des produits qui tombent en panne au bout de 2 ans comme il y en a qui tombent au bout de 10 ans, quoi. Donc après, dire que ce soit programmé, c'est souvent quand le client tombe dans la panne de garantie. Et là effectivement il dit voilà, c'est programmé, c'est fait pour durer 5 ans. Et voilà, donc après ça, le client est toujours déçu par rapport à ça. D'accord. Alors justement, en termes de garantie, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la durée de garantie et l'obsolescence programmée ? C'est toujours pareil en fait, quand nous on vend une garantie, donc on n'est pas non plus dans une très grande enseigne, mais nous quand on vend une garantie, c'est souvent ce qu'on appelle des échanges à neuf. Donc en fait dans tous les cas le client est gagnant parce que même s'il prend une extension de garantie, il sera remboursé de la somme à laquelle il achète. Il achète un écran à 1000 €, si tombe en panne au bout de 3 à 4 ans, il est remboursé 1000 €. Donc, et enfin, est-ce que les appareils qui tombent en panne à cause justement de l'obsolescence programmée sont réparables ou le client doit racheter un objet neuf ? Chez nous, en fait, tout est réparable. Après, c'est le coût que ça coûte par rapport au prix de l'appareil, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on vous dit qu'il y a une carte mère de la télé qui coûte 800 € puis que la télé en fait 400, on est d'accord, ça vaut pas trop le coup. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, très peu de monde répare parce que même si un écran au bout de 4 ans il tombe en panne, et puis voilà, il y en a pour 400-500 €, aujourd'hui les prix baissent énormément. Donc le client souvent préfère racheter un écran. Les avis sont donc tous différents. Alors moi je voudrais vous parler d'un exemple, c'est celui de l'iPhone 4. Apple fait vivre ses derniers instants à l'iPhone 4. En effet, la société avait prévu de le rendre obsolète dès le 31 octobre 2016. Il n'est donc plus possible d'effectuer les mises à jour, de changer les pièces détachées. Le service après-vente n'est plus disponible. Apple a l'habitude de procéder ainsi avec ses appareils, obligeant donc à racheter l'iPhone le plus récent. On sait que faire fonctionner les garanties ou alors réparer son appareil, c'est souvent compliqué. En effet, la procédure est longue. C'est donc plus simple, sûr et rapide pour le consommateur de racheter. Heureusement, il existe une lutte contre l'obsolescence. Certains pays comme la Suède ont décidé de faire passer la TVA de 25% à 12% sur les réparations. En France, depuis 2015, l'obsolescence programmée est passible de 2 ans de prison et d'une amende qui peut aller jusqu'à 300 000 €. Il y a donc de nombreux mouvements qui se mettent en place. Ils visent à en finir avec le tout jetable. Il faut bricoler, réparer les objets afin de leur donner une deuxième vie. Une façon de lutter est aussi d'acheter des produits durables. Certaines associations comme Halte à l'obsolescence programmée ou alors les Amis de la Terre agissent. Par exemple, des militants ont placé des panneaux dans plusieurs supermarchés pour dénoncer le manque d'informations sur les pièces détachées. On peut aussi parler de l'écrivain Serge Latouche avec son livre Bon pour la casse qui dénonce le fait que cette obsolescence programmée est désagréable et coûteuse pour le consommateur. Elle est aussi désastreuse pour l'écosystème. En effet, nous pouvons relever quelques chiffres. En France, depuis 10 ans, c'est au moins 40 millions d'appareils qui ont été jetés sans être réparés. Cela équivaut à environ 10 tonnes de déchets et 40% des objets sont jetés avant leur fin de vie. Il est donc important de lutter contre ce phénomène d'actualité qui vise à acheter plus et à jeter les produits qui ne fonctionnent plus, qui piègent en quelque sorte le consommateur et qui a un impact sur l'environnement. D'accord, merci beaucoup Noémie. Eh bien, il est actuellement 11h. C'est la fin de l'émission. Je tiens à remercier Martin, Noémie et Félix qui n'est certes pas là pour cette intervention. Ah, mais y a pas de quoi, merci. Et je vous remercie vous aussi, chers auditeurs, et vous souhaite une bonne journée.